Et si je te disais que je ne faisais pas de différenciation pédagogique? Est-ce que tu penses que ça fait de moi une mauvaise enseignante? Et pourtant, la différenciation pédagogique, c'est épuisant et pas efficace. Et c'est même contre-productif parce que si on le met en place, c'est pour aider les élèves et en fait, en le mettant en place, on empêche les élèves d'apprendre. Dans cette vidéo, je t'explique pourquoi j'ai arrêté la différenciation pédagogique et aussi par quoi est-ce qu'on peut la remplacer. On va commencer par aller regarder les différents problèmes liés à la différenciation pédagogique et j'en ai relevé 5 principaux. Le premier gros problème, c'est un problème de ressources. La différenciation pédagogique, c'est à la fois chronophage et cher en argent. C'est chronophage pour tout le monde parce qu'il va falloir que les familles mettent en place tout ce qu'il faut pour le diagnostic. Ensuite, l'enseignant, il va falloir qu'il fasse des ressources particulières pour ces élèves-là qui sont diagnostiqués. Donc, ça demande énormément de temps à tout le monde, voire même à l'élève. Quand il a un tiers-temps, ça lui demande plus de temps que s'il n'a pas de tiers-temps. Donc, ça demande du temps à tout le monde. Mais ça demande également de l'argent. Et là où ça me dérange, c'est que souvent, l'argent, il est demandé aux familles. Pour te donner un exemple qui est vraiment issu de ma vie personnelle en tant que maman, quand mon fils était en CE1, on m'a convoqué à l'école pour me dire qu'il y avait une suspicion de HPI et que donc il était important pour que l'école puisse aider mon fils que je le fasse diagnostiquer. Et là, on m'a donné les coordonnées d'un centre en me disant il faut faire un diagnostic là-bas. Le diagnostic coûtait 600 €. Autant vous dire que je n'ai pas fait ce diagnostic, mais on peut très bien imaginer que d'autres familles qui sont moins au contact de l'école que moi se sentent obligées, en fait, puisque c'est quand même une demande officielle de l'école et donc ils se sentent obligés de débourser cet argent. Et moi, quelque part, ça me dérange qu'on demande la bouche en cœur à des parents de débourser de telles sommes d'argent juste pour pouvoir s'occuper de leurs enfants à l'école. Pour moi, ça fait partie de l'école de s'occuper des enfants, quels qu'ils soient et quels que sont les moyens des parents. La deuxième chose qui me dérange dans la différenciation pédagogique, c'est que ça consiste principalement, avant de faire toute autre chose, de mettre des étiquettes sur la tête des enfants. On peut relever 10, TDAH, TSA, HPI pour les plus courants, mais je suis sûre qu'on peut en inventer d'autres. Or, si on regarde ne serait-ce que ces 4 étiquettes-là, TSA, c'est quelque chose qui vient de la psychiatrie, TDAH, c'est quelque chose qui vient plutôt des troubles de l'apprentissage et éventuellement des neurosciences cognitives, c'est un trouble de la mémoire de travail. On a aussi les 10 qui sont aussi du côté des troubles de l'apprentissage, dyslexie, dyspraxie, donc un problème également de neurologique dans le cerveau. Et on a HPI qui, là, pour le coup, n'est même plus médical, mais qui est une étiquette qui a été inventée par ou pour les familles plutôt aisées afin que leurs enfants, à eux aussi, aient des étiquettes. Et donc, quand on regarde ce système avec cet œil-là, on se rend compte que c'est complètement bizarre qu'on fasse de la différenciation pour des variétés d'étiquettes qui sont aussi différentes, médicales ou non, psychiatrie, troubles de l'apprentissage, ça paraît vraiment étonnant. Le troisième problème, c'est qu'on va créer ce qu'on appelle des enfants microscopes. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas comme il faut dans la scolarité, on emmène l'enfant faire une batterie de textes, on le met sous un microscope afin de regarder ce qui ne va pas bien chez lui. Donc forcément, le message qu'on envoie à l'enfant et le message que l'enfant reçoit, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche chez lui. Et donc, à force de traiter les enfants comme s'il y avait quelque chose qui clochait chez eux, naturellement, ils vont se comporter comme s'il y a quelque chose qui cloche chez eux. Et en fait, à regarder les enfants comme ça, on crée nous-mêmes des problèmes qu'à la base, on voulait justement éviter. Quatrième problème, dans la différenciation pédagogique, on peut trouver ce qu'on appelle de la prise en charge. En gros, on va demander à un élève de faire quelque chose et comme il n'y arrive pas parce qu'il a une étiquette, on va faire de la différenciation pédagogique et donc on ne va plus lui demander de faire ça. Exemple, si un élève dyslexique n'arrive pas à écrire, du coup, on va lui dire de ne pas écrire et de tout faire à l'oral. Résultat, il va s'entraîner moins à l'écrit puisqu'on ne lui demande plus d'écrire. Résultat, il va devenir encore moins bon à l'écrit puisque pour écrire, il faut s'entraîner à écrire. Et en fait, on crée un cercle vicieux où en fait, en empêchant les élèves dyslexiques d'écrire, en fait, on les empêche d'apprendre à écrire. Le cinquième problème, c'est que cette approche, elle rejette la faute sur l'élève. S'il y a quelque chose qui cloche dans la scolarité d'un élève, on va aller regarder qu'est-ce qui cloche chez l'élève. Or, ce qui cloche, ça peut très bien être chez l'élève, mais ça peut être aussi dans le système. Si tu n'arrives pas à faire une demande que je te demande, soit c'est parce que tu n'es effectivement pas capable de le faire, parce qu'il te faut une étiquette, etc. Soit c'est parce que je demande des choses qui sont impossibles. Et donc ce système de différenciation pédagogique avec des étiquettes, en fait, il empêche le système de se poser des questions. Il m'empêche moi en tant qu'enseignant de me demander si mes demandes sont appropriées, puisque c'est forcément du côté de l'élève.
donc il a une étiquette et puis on me dit ce qu'il faut faire, etc. Mais en fait, peut-être que tout le système est à remettre en place et peut-être même que les demandes sont principalement pas vraiment normales ou réalistes, ce qui fait tout ce genre de problème. Et c'est vraiment en partant de ce principe que moi j'ai arrêté la différenciation pédagogique dans ma classe. Mon but c'est de mettre en place un système qui convient à tout le monde. Et de façon peut-être contre-intuitive, ça ne pose pas de problème aux parents, même au contraire ils sont contents. Je vous prends l'exemple de Jean qui était en 5e, grosse dyslexie avec PAI, etc. Rendez-vous avec les parents, les médecins, enfin le gros tintouin. Donc moi je suis juste la prof de physique, je le vois 1h30 par semaine, donc je n'ai pas tous ces tintouins, mais la maman me dit « Ah ben voilà, je vous ai fait un plan écrit avec toutes les choses qu'il faut mettre en place pour mon fils, ça faisait recto verso, 1 à 4 recto verso. » Je lui dis à la maman « Écoutez, merci beaucoup madame, enfin voilà, je suis très impressionnée de tout ce que vous mettez en place pour votre fils. Ce que je vous propose, c'est que jusqu'à Toussaint, je ne mette rien de tout ça en place. Je vais lui laisser la chance de rentrer dans ma classe et de ne pas être étiqueté en fait, d'être là comme un enfant normal et de mettre en place ce que lui a envie de mettre en place. Vous verrez, je vous rassure, j'enseigne pas comme tout le monde, c'est un système assez souple. Ce que je vous propose, c'est qu'on laisse la place et la chance à votre enfant de ne pas avoir cette étiquette. Bien sûr, je la rassure, je lui dis que c'est juste un essai jusqu'à Toussaint et qu'on va tout remettre à plat et qu'il n'y aura bien évidemment pas d'influence sur le bulletin. La maman me suit et donc je ne fais rien de tout ça, je prends le A4, je le mets dans ma tirette, je ne le regarde pas et je mets en place mon système habituel avec tous les élèves. Arrivé à Toussaint, l'enfant est très bien dans la classe, aucune nouvelle de la maman, donc je continue jusqu'à la fin du premier trimestre. Conseil de classe du premier trimestre, tour de table autour de l'élève, tous les enseignants sont là. C'est vraiment difficile, le passage à l'écrit c'est difficile, vraiment il n'arrive pas à écrire, etc. Et tout le monde se plaint en fait du fait qu'il est très dyslexique, c'est très compliqué, il essaye mais c'est compliqué, etc. Arrive mon tour et je dis moi j'ai aucun problème avec cet élève, il écrit en fait. Comment ça il écrit? Moi, y a des tours qui tournent, des fois c'est à lui d'écrire et quand c'est à son tour d'écrire, il écrit. Et il m'écrit 2-3 pages sans aucun problème. Sachant que dans toutes les autres matières, écrire 10 lignes, c'était le max du max de ce qu'il était capable de faire. Donc on voit bien que les difficultés des élèves dépendent énormément du système et de l'environnement dans lequel ils sont. Et que suivant l'environnement, les élèves peuvent avoir plus ou moins de difficultés. Donc plutôt que de porter le regard sur l'élève, on peut aussi changer l'environnement. Et en plus, ça permet aux élèves de se sentir moins différents. Au final, la maman est revenue me voir à la réunion parents-prof de janvier. Elle a pris rendez-vous avec moi et elle m'a dit « Mais merci madame, vous n'imaginez pas à quel point ça fait du bien à mon fils de ne pas être l'élève 10 dans la classe, en moins en physique. C'est un élève comme les autres, il y arrive comme les autres et il se sent beaucoup plus intégré et c'est beaucoup plus facile à vivre pour lui. » Et ça, on peut le comprendre parce que se sentir différent, être étiqueté, c'est pas forcément évident à l'âge où on est en train de développer les habiletés sociales. Et donc le problème de base, on voit que c'est pas que les élèves sont trop ci, trop ceci, trop cela. Non, c'est que le système d'enseignement dans lequel on est en fait très peu tolérant à la diversité des élèves qu'on a. Pourquoi? Parce qu'il est basé sur une norme et que cette norme est très étroite en fait. Les élèves qui rentrent dans la norme de ce qu'on attend des élèves en classe, c'est en fait peut-être une dizaine d'élèves par classe. Et ça, c'est parce qu'on est dans le paradigme, et ça c'est parce que la forme scolaire qui est présente par défaut dans l'enseignement, celle que donc je n'utilisais pas, c'est l'enseignement simultané. L'enseignement simultané, il a été inventé au moment de la révolution industrielle, donc cette idée de on va faire des cases et mesurer la norme et les élèves vont rentrer dans la norme. Donc si tu veux en savoir plus sur l'enseignement simultané, d'où nous vient cette forme scolaire et surtout comment changer de forme scolaire pour aller vers un système beaucoup plus ouvert comme par exemple la classe adaptative, je te laisse aller voir en description, il y a un lien avec des ressources gratuites. Dans l'enseignement simultané, il y a une logique de norme de groupe classe. Soit on est dedans, auquel cas c'est bon, soit on est dehors, auquel cas on mesure et puis on exclut. Sauf qu'aujourd'hui, comme c'est devenu de plus en plus difficile d'exclure, si on est en dehors de la norme, on met une étiquette. Et puis on s'arrange pour adapter le système pour que il puisse rentrer dans cette toute petite case en fait. Comment faire rentrer toute la diversité des élèves dans cette toute petite case qui nous est donnée par l'enseignement simultané. Et en faisant ça, on incite aussi les parents et les élèves à aller vers cette course à l'étiquette. Pour reprendre encore mon exemple en tant que mère d'élève, je connais le système et donc j'ai bien fait attention quand j'ai vu que j'avais un enfant qui n'était pas exactement dans les petites cases étroites du système scolaire, d'aller chercher un diagnostic et il y a eu un diagnostic TSA, donc trouble du spectre autistique. Bien.
Tant qu'il n'y avait pas de problème avec l'école, etc., j'ai juste dit, regardez, vous voyez, il a des troubles de déshabilité sociale, il faut le prendre en compte, etc. Tout s'est bien passé en 6e, en 4e, tant que notamment son prof principal le suivait. Sauf qu'arrivé en 3e, changement de chef d'établissement, avec un changement, on va dire, de politique et une restriction sur les cases. C'est important que tout le monde rentre dans les cases. Et mon fils s'est retrouvé un petit peu embêté sur des choses comme, par exemple, quand on oublie son carnet de correspondance, on est collé 6 heures. Et donc, ça, pour en fait n'importe quel élève, c'est très compliqué. Sauf que je ne pouvais pas aller voir le système scolaire en disant c'est très compliqué pour tous les élèves. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en place un PAI en disant que mon fils n'avait pas le droit d'être collé 6 heures, que mon fils avait besoin d'un endroit pour se sentir en sécurité quand il n'était pas bien et que mon fils avait besoin d'une personne adulte à laquelle se confier quand il n'était pas bien. Mais ces 3 choses-là, c'est-à-dire ne pas être collé 6 heures, avoir un endroit et une personne à qui se confier, c'est pas quelque chose qui devrait être réservé aux enfants qui sont étiquetés TSA. C'est quelque chose dont tous les enfants pourraient en bénéficier. Je ne vois pas pourquoi à l'école, chaque enfant ne pourrait pas avoir un endroit où quand il ne se sent pas bien ou en détresse, un endroit refuge. Et c'est exactement ça le principe. Les adaptations qu'on fait pour ces élèves différents, en fait, on peut les faire pour tout le monde et tout le monde y gagne. Et ça veut dire changer le système. À un moment, quand il commence à y avoir tellement de gens qui ne sont pas adaptés au système, plutôt que de remettre tous les gens et multiplier les étiquettes comme ça, il est nettement plus simple de remettre en cause le système et de changer de système pour quelque chose de beaucoup plus ouvert. Si je décide par exemple de faire une robe et que je lui dis, voilà, ça c'est la taille 36. Et il y a des gens un peu plus corpulents, je vais faire une taille 40, puis une taille 42, puis une taille 44, 46, etc. Et puis des gens plus petits, je vais faire une taille 34. Et je me retrouve à devoir faire plein de tailles différentes pour la même robe. L'autre solution, c'est de faire, vous savez, ces vêtements qu'on appelle taille unique, qui souvent ont des lacets ou des lanières, etc. Et en fait, n'importe qui ou quasiment n'importe qui peut mettre ces habits. Et vous voyez que quand les élèves arrivent dans un magasin où il y a du 38 ou quand les élèves arrivent dans un magasin où il y a des vêtements taille unique, la démarche n'est pas du tout la même. Et ça, c'est vraiment le principe de base de la classe adaptative, c'est de faire un système d'enseignement qui est le principe de la taille unique, c'est-à-dire un système qui est basé vraiment sur le point commun entre tous nos élèves, c'est-à-dire leur cerveau et la façon dont leur cerveau apprend. Donc un système basé sur les connaissances actuelles en neurosciences cognitives qui permet d'aller chercher l'efficacité en se basant sur ce qui est le plus commun envers tous les adolescents et les enfants, c'est-à-dire leur cerveau et le fonctionnement de leur cerveau. Et de façon pas si étonnante que ça, on obtient un système d'enseignement qui est beaucoup plus efficace et beaucoup plus fluide qu'un système d'enseignement, donc l'enseignement simultané, qui était basé sur l'idéologie de la société industrielle. Et on peut même aller encore plus loin en classe adaptative. Une fois qu'on leur a donné accès à ces vêtements taille unique, on peut même carrément leur donner accès à du tissu et de la machine à coudre et leur apprendre à faire eux-mêmes leurs propres vêtements qui du coup seront forcément exactement à leur taille, alors que nous on a fourni juste une machine à coudre et du tissu. En éducation, ça consiste à apprendre aux élèves la façon d'apprendre ou apprendre à apprendre en plus court. Si tu veux commencer cette approche, le plus simple c'est de commencer par les devoirs, comme je t'explique dans cette vidéo. Plutôt que de donner des devoirs et d'attendre que les élèves fassent leurs devoirs, on peut voir le temps des devoirs comme un temps d'apprentissage et apprendre aux élèves à se servir de ce temps de façon efficace. Et le bonus, c'est que c'est bien plus agréable pour le prof aussi.